se calme un peu. Et je vous applaudir Laurence qui est avec nous. Donc, merci Laurence de nous faire l'honneur de votre présence. Vous allez vous présenter un petit peu plus et raconter davantage votre histoire. Alors, moi je suis d'ailleurs très émue de voir ça. C'est paru il y a quoi? C'était le 20 septembre, donc c'est assez récent. Ce que je retiens, c'est ce que je deviens. Sachant que donc il y a une date clé dans mon parcours, c'est celle du 23 janvier 2009, à midi et demi, et je l'évoque donc à France Info. Ce jour-là, c'est la cérémonie des vœux chez Vinci. C'est quand même le numéro 1 mondial du BTP. Et vous êtes au cadre là-bas. Nous étions tous rassemblés, c'est-à-dire les 650 cadres supérieurs de ce groupe qui en compte 30 000 salariés. Et il n'y avait que 35 femmes. J'adore les hommes, je vous le dis tout de suite, mais il n'y avait que 35 femmes. Et ce jour-là, je ne voulais pas y aller. Et pourquoi je ne voulais pas y aller? Parce que je savais que j'avais un problème avec l'alcool et d'autres drogues. Vous avez tout à fait raison de dire on est en polyaddiction. Moi, je cumulais l'alcool en premier, mais également les psychotropes, très courant chez les femmes, les expressos, 11 à 12 par jour, et la cocaïne qui se baladait quand il y en avait. Je n'en rapportais jamais, mais quand il y en avait, je la reniflais. J'étais très consciente de ce que j'étais. Je n'étais plus du tout dans le déni, et ça c'est important. Il arrive un certain stade. La personne, on n'est pas bête. Il y a énormément de témoignages. Il y a également de plus en plus de ce type de conférences d'information. Et moi, depuis, on va dire 8-9 ans, je savais que j'avais un problème avec les drogues, dont l'alcool. Par contre, j'étais droguée à l'alcool. Ce qu'il faut que vous compreniez, et on l'a vu tout à l'heure, j'étais donc dans la dépendance, c'est plus une question de volonté. La volonté, j'en ai. Et d'ailleurs, je me suis reconstruite, et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faudra retenir. Mais le 23 janvier, j'arrivais pas à arrêter cette main, et je savais que si l'on me proposait un verre, ça allait être la catastrophe. Je le savais. J'avais donc demandé, d'abord, de ne pas y être, mais mes responsabilités m'imposaient d'y être. J'avais 6 cérémonies des vœux. Le mois de janvier était épouvantable. Les 6 premières, je les évite, et la 7e m'est fatale. Donc je dis à mes plus proches amis, entre guillemets, collègues, je leur dis, écoutez, ne me tentez pas, ne me donnez pas une coupe de champagne ou un verre de vin. Malheureusement, c'était à midi et demi, nous étions dans une très grande salle comme celle-là, le président va arriver avec 1 heure de retard, je vois très bien les petits plateaux qui se baladent autour de nous, il n'y avait que de l'alcool, il n'y avait pas de jus de fruits. Il n'y avait quasiment rien à manger, et moi je crevais la dalle, et donc on m'a présenté, et bien après, j'ai pas su arrêter mon bras. Et donc, je ne sais plus combien j'ai bu, mais en tout cas, je me suis donc écroulée, ivre morte. Alors là, c'est assez terrible parce que... vous m'arrêtez si je suis trop longue. Allez-y, allez-y. Voilà. Ça captive tout le monde. Et... Oui, sinon, vous me restez très... Non, non. Bon, voilà. Mais c'est assez terrible parce que, alors que je pense qu'on va m'aider, les personnes partent. Je ne suis pas toute seule à boire. Certes, j'étais la plus entamée par l'alcool, imbibée, mais je vois beaucoup de gens qui partent. Parce qu'eux-mêmes ont déjà trop bu. Et se disent, aïe, 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 il y a le rose côté qui s'est écroulé. J'étais connue, bien sûr. Donc je vais rester quand même des longues minutes par terre, à ne pas savoir me relever. Ces images me sont pénibles, toujours terribles à évoquer. Mais je continue à le faire, parce que ce qui m'arrive, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. L'important est de se relever.
déjà première présentation. Comment vous sentiez-vous dans votre milieu professionnel? Alors, j'ai toujours adoré tout ce que j'ai fait. J'ai fait une belle carrière. J'ai travaillé aussi bien dans le privé que dans une collectivité territoriale. Et ça, je le dis puisqu'on est, vous êtes tous issus de la collectivité territoriale. Moi-même, j'étais directeur juridique au Conseil général des Bouches-du-Rhône pendant 5 ans. Comment je me sentais? Eh bien, bien, sauf que y avait beaucoup de stress, beaucoup de performances à atteindre, beaucoup de déplacements professionnels. Le dernier, c'était la Chine. Et je n'avais plus de vie privée. La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle n'existait plus. J'étais veuve, donc j'avais tout misé sur ma carrière. Et finalement, c'est quand même le monde professionnel qui va me foutre par terre. Personne ne vous a aidé? Alors, personne ne m'a aidé. En fait, mes collègues de travail ont tenté de m'aider en me protégeant et en me cachant. En se disant, c'est important ce que je vais dire, mais en se disant, oh là là, Laurence a un vrai problème, mais il ne faut pas que ça se sache. On va la protéger de la hiérarchie, on va la protéger de la sanction disciplinaire, ce qui est logique. Mais finalement, avec le recul, c'est une erreur. Parce que ça m'encourageait. Oui, mais n'auriez-vous pas été vexé que l'on ose aborder directement, franchement, le problème avec vous? Alors, j'étais arrivée à un stade, depuis les quelques dernières années, c'est-à-dire, en fait, je me suis écroulée ivre morte, j'avais 48 ans. À partir de 40 ans, je ne suis plus dans le déni. Je sais que j'ai un problème avec les drogues. Le seul problème, pour moi, c'était que j'étais dans la honte d'en parler. Ça, c'est aussi important. Je ne suis plus dans le déni, donc je ne nie plus la réalité du fait que je suis droguée à l'alcool. Par contre, j'ai tout simplement honte d'en parler. Et donc, cette honte, moi je reste silencieuse et j'essaie d'oublier par l'alcool, mais ce dont je me rends compte, c'est que mes collègues de travail et ma hiérarchie est également dans presque la honte, mais ne sait pas comment aborder le sujet. Qu'est-ce que l'alcool vous a fait perdre, Laurence? Alors tout a commencé donc par mon travail, puisque très logiquement, et ça tout à l'heure vous allez nous rappeler les règles de droit, ma société, Vinci, va me licencier, puisque j'ai terni l'image de marque de la société. Bon. J'avais perdu depuis bien longtemps ma famille, mes amis n'en étaient pas, puisque c'était vraiment des amis avec qui je picolais. Donc j'ai perdu ma dignité de femme, vous imaginez l'image, mais finalement je perds tout, sauf la vie. Parce que ce jour-là, c'est le jour qui va me sauver, puisque je n'ai plus à me cacher par rapport à mon alcoolisation. Enfin, ma maladie va être mise en lumière. Enfin, 2 jours plus tard, un médecin addictologue va me voir, c'était à Paris, et va me dire, alors je raconte mon histoire, il est effrayé, ça, je me souviens toujours de sa tête. Bon, moi, comme j'avais tout perdu, j'avais pas écouté. Et par contre, depuis 48 heures, je ne buvais plus, parce que j'avais touché le fond. Et là, il me dit, avec des mots très simples, il me dit, mais madame, votre cas n'est pas désespéré. Vous êtes tout simplement malade. Et jamais, jamais, j'avais entendu ça. Je ne savais pas que l'alcoolisme est une maladie. Pourtant, je ne suis pas bête. Et je ne le savais pas. Et ça va être vraiment le déclic. C'est-à-dire, je ne suis plus sur le plan de la morale. Je ne suis plus jugée la Madame Côté, certes, qui est compétente professionnellement, mais qui a un sacré problème avec l'alcool. La Madame Côté qu'on va cacher, etc. Non. Je suis tout simplement mise sur un plan médical et je vais commencer mon parcours des soins. Dans quel état d'esprit avez-vous quitté votre entreprise? Parce que ça s'est passé quelques temps après. Alors, je pense que mon entreprise n'a pas eu la bonne réaction. C'est mon point de vue et bien sûr le débat est ouvert. Je pense qu'à partir du moment où on repère quelqu'un qui a un problème avec l'alcool et d'autres drogues, n'oubliez pas que derrière le cannabis, etc.
Lorsqu'on le repère, et on a vu tout à l'heure dans la diapo, les comportements qui sont des signes. Mais par contre, vous avez oublié de marquer l'aspect physique. Une personne alcoolique se néglige physiquement, c'est-à-dire des taches sur ses vêtements. Et le visage trahit aussi. Vous êtes, moi j'étais comme ça, j'étais pas la dame de nuit, j'étais rouge, des cernes, etc. Donc à partir du moment où on repère tout cela, il ne faut pas attendre que la personne s'écroule. Il ne faut pas faire ce qu'on fait finalement. Parce que moi j'avais dit que je ne voulais pas y aller à cette cérémonie. Mon supérieur hiérarchique, il savait très bien que j'avais un problème. Donc, c'est beaucoup de tristesse et d'amertume quand j'évoque, sauf que Vinci m'a apporté beaucoup de plaisir dans les rencontres que j'ai faites, dans les voyages, dans les dossiers que j'ai traités. Donc il y a beaucoup de recul par rapport à tout ça et mon histoire est belle. Mais si vous repérez, ou si vous-même, à m'écouter, vous pensez peut-être avoir le problème, ou si vous repérez un collègue de travail, essayez d'avoir les bons mots pour l'approcher, et ça, il y a des formations pour cela. Donc je pense que Vinci, mais ils ont mis en place depuis 2009 des stages de formation, donc finalement mon histoire est très belle parce qu'elle va servir. C'est une cause noble. D'après vous, que peut-on faire aujourd'hui pour que l'addiction en entreprise ne soit plus un tabou? D'abord en parler comme on l'a fait ce matin. Je pense que très modestement, rien de tel qu'un témoignage. Moi, j'aurais beaucoup aimé, il y a 20-25 ans, quand j'ai démarré ma carrière, avoir ce type de témoignage. Ce que vous disiez, oui, quand on a échangé hier soir. Oui. Prenons, hier soir, on a eu cette grande joie de se retrouver autour d'une table, et je remercie d'ailleurs pour l'organisation et Monsieur le Président et le directeur adjoint. Et à cette table, on était 8, et bien sûr, très naturellement, eh bien, ils ont commandé une bouteille de vin. Voilà. Parce que le vin reste convivial et que ça doit continuer à l'être. Et donc, avec beaucoup de naturel, je pense vous avoir dit, ça ne me gêne pas du tout. Puisque vous la connaissez, mon histoire. Donc, bien sûr, vous n'allez pas me tenter, prendre une coupe de champagne ou une coupe de vin, t'inquiète pas, demain, on va t'encadrer. Non. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je suis abstinente. Je n'ai pas le choix. C'est une prescription médicale. Je ne peux plus toucher une goutte d'alcool, ce que je fais donc depuis 7 ans. Et vous avez créé une méthode. Alors, j'ai créé une méthode. L'écriture a été pour moi thérapeutique. Donc, comme j'ai perdu mon travail, j'avais plus qu'à me reconstruire. J'ai par contre suivi une grosse psychothérapie et je rebondis sur ce que vous avez dit. Il faut retirer le masque alcool et travailler le mal-être qu'il y a derrière. Donc ça, je l'ai fait. Je pense qu'il faut avoir du courage pour le faire. Il faut trouver aussi le bon psychothérapeute qui va nous accompagner sur ce parcours, parce que c'est quand même long. Et ensuite, eh bien oui, avec des mots à moi, j'ai écrit un livre. C'est un témoignage, mais c'est également la présentation d'une méthode. Voilà. Non, j'ai arrêté. Donc, centre de gestion, on l'a lu et on vous le conseille fortement. Il est très riche en histoire déjà personnelle, en petites pratiques et techniques, et c'est une vraie méthode qui peut vous aider votre entourage pro, perso. Quelques mots sur la méthode ? Allez. Parce qu'en fait, c'est 4 mots. C'est H3D. En réfléchissant, j'aurais pu mettre la méthode H2O, mais j'ai trouvé une tristesse épouvantable. Alors, j'ai réfléchi. Je me souviens que c'était en pleine nuit, parce que moi, j'écris la nuit, et j'ai trouvé H3D. Alors, H3D, c'est 4 mots. Et j'anime maintenant des groupes de parole, et je travaille avec l'AMPA de Valence. Donc, maintenant, j'aime beaucoup travailler avec les soignants. Et je deviens d'ailleurs expert patient ou expert médiateur. Et H3D, c'est 4 mots. C'est ne pas avoir honte de sa maladie, l'alcoolisme ou d'autres drogues. Puisque c'est une maladie, c'est pris en charge par la sécurité sociale, et c'est pas une maladie honteuse. Donc ne pas avoir honte. Être très honnête, c'est le deuxième H. Avec ce que l'on a été, avec sa consommation. Moi j'ai l'honnêteté de dire qu'à la fin de mon parcours d'alcoolique, je consommais 2 à 3 litres de vin par jour, tous les jours. C'était chronique. Voilà, je suis honnête avec vous, et je suis honnête avec ce que j'ai été en tant que malade alcoolique et la manière dont je vais me reconstruire. C'est le deuxième H. Le troisième H, c'est l'humilité.
c'est prendre la main qui va vous être tendue pour vous aider. Moi, il a fallu attendre que je tombe au fond du trou, mais après, la main, quelques jours après, est venue et je l'ai prise. Avec humilité, j'ai suivi les conseils des médecins addictologues, que ce soit en hospitalier ou en ambulatoire. Donc 3 H, honte, honnêteté, humilité. Tout doucement, vous allez vous remettre sur le chemin des soins, qui est parcouru d'embûches, de rechutes. J'ai cette chance de ne pas avoir rechuté, mais la rechute fait partie du parcours de soins. Et tout doucement, vous allez découvrir un nouveau projet de vie, une nouvelle qualité de vie. Moi, je l'ai appelé le désir, donc c'est le D de la méthode H3D. Et tout simplement, au lieu d'être avocate, il y a 5 ans, je prête serment à la Cour d'appel de Grenoble. Je me rends compte que des avocats, il y en a des très bons, nous en avons discuté hier, et vous allez l'entendre tout à l'heure. Mais par contre, une personne qui témoigne, qui accompagne, qui fait de la prévention dans les collectivités, dans les entreprises, dans les collèges, etc., il y en a encore trop peu. Qui le fait à visage découvert, il n'y en a quasiment pas. Donc mon désir est de faire aujourd'hui ce que je veux. Mais comment aider, Laurence, une personne qui ne veut pas se faire aider ou accompagner? Comment faire? Alors si la personne ne veut pas, vous l'avez repéré, mais elle ne veut pas. Eh bien de toute façon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous tentez de l'approcher, vous vous êtes fait former pour avoir les bons mots. On ne dit pas à quelqu'un t'es alcoolique. Non. On contourne le sujet. On ne dit même pas t'as un problème avec l'alcool aujourd'hui. On essaie de lui parler. Donc l'écoute est importante, les bons mots également. Et on va essayer de lui dire, mais dis donc, hier soir, c'est quoi l'avantage que tu as de te mettre comme ça, quoi? Est-ce qu'on peut t'aider? Si la personne n'entend pas, ou ne veut pas entendre, bien, vous ne pourrez pas le faire à sa place. Mais au moins, vous aurez tenté d'aider, et si ça ne va pas, après, malheureusement, il y a la sanction disciplinaire. Ce que l'on entend aussi dans le monde professionnel, c'est comment faire la part entre ce qui relève du professionnel et du personnel sans être intrusif. Comment faire cette différence-là? Oui, alors ça c'est une bonne question. Je pense qu'on n'est plus intrusif. Dans mon propos, j'ai bien dit que j'avais plus de vie privée. Il y a certains grands groupes d'ailleurs qui utilisent l'alcool comme un véritable outil de management pour nous retenir sur le lieu de travail. Alors, mais quand vous voyez arriver à une réunion en début d'après-midi, après un repas d'affaires, une personne qui manifestement est en état d'ébriété ou dans l'excès d'alcool, de toutes les façons, là, vous tombez sur la responsabilité de l'employeur, vous n'avez pas le droit de le garder, donc on n'est plus du tout dans la vie privée, ou en tout cas, c'est une conséquence de la vie privée sur le collectif, et donc là, il faut avoir les bons mots, et s'il faut, avoir la sanction. Vous ne pouvez pas rester les yeux fermés en disant c'est sa vie privée, c'est sa vie privée. Non, un jour ou l'autre, il y aura un accident, et vous serez tenu pour responsable. Quelques petites réactions dans la salle. Avez-vous des questions à poser à Laurence Côté, ou des réactions, ou des remarques à faire? N'hésitez pas, il y a des micros qui peuvent passer. Autant que ce soit sur une forme d'échange et de débat. Ici, là-bas. Monsieur, là-bas. N'hésitez pas, que ce soit interactif. Vous avez compris, il n'y a pas de tabou avec un côté. Bonjour, Thierry Beaufouton, conseiller promotion au conseil départemental des Landes. Ma question, c'est, vous dites que vous connaissiez votre addictologie depuis 8 ans, mais il n'y avait pas des médecins de prévention ou des personnes qui pouvaient vous aider? Oui, c'est une bonne question. Quand vous dites vous connaissiez, je n'avais pas compris tous les mécanismes de l'addictologie. Je n'avais pas du tout compris toutes les diapos qu'on a vues tout à l'heure. Moi, je ne le savais pas. Par contre, j'étais consciente de mon problème par rapport à l'alcool et les psychotropes. Alors, non. Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer un médecin du travail qui soit ouvert. Et pourtant, je faisais les analyses, notamment d'urine, etc. J'étais parfois très embêtée parce que je savais que j'avais bu. Donc je sais très bien que mes taux méga GT n'étaient pas bons.
Et je n'ai jamais eu une question. Jamais. Et j'enfonce le clou. Chez Vinci, mon bureau était à 3 mètres de celui du DRH. Et le DRH me voyait à 17h parfois revenir vraiment comme ça, quoi. Et jamais il est venu dans mon bureau pour me dire « Madame Quetet, vous avez peut-être un problème. » Donc il y a un vrai tabou cassé. On est en train de le faire. Et c'est très bien. Et j'en veux pas à ma hiérarchie, parce qu'en fait, elle ne savait pas comment aborder le sujet. Quel impact sur vos missions a eu cette addiction, puisqu'il a fallu que vous assumiez quand même votre travail, avec de lourdes responsabilités? Alors ça, c'est très bizarre, parce que effectivement, j'avais des grandes responsabilités. Réagir à ce que vous venez de dire, vous disiez que vous avez une voiture de fonction, ça veut dire que vous avez roulé pendant des années, alcoolisé, ou vous organisez aussi pour voilà, ne pas être alcoolisé en roulant? Eh oui, monsieur. Oui, sauf que quand je... En plus, je suis juriste. Donc, quand j'étais trop alcoolisée, je demandais un taxi. C'était à Paris. Hein. Donc ma voiture de fonction, parfois, je ne savais même plus où elle était. Je ne savais plus dans quel parking je l'avais garée. Et alors, pour rebondir sur votre question, et ça c'est assez terrible parce que ça renvoie à la responsabilité de l'employeur, quand je fais mon commun éthylique, c'est en fait une ivresse manifeste publique. Pénalement, c'est sanctionné. Eh bien, personne ne va se préoccuper de savoir comment je vais rentrer chez moi. Et en fait, on va me reconduire dans mon bureau, je vais m'allonger sur la carpette, je vais dormir 2-3 heures, je crois avoir fait une mini-crise d'épilepsie. Vers 17h-18h, je récupère ma voiture de fonction et je vais faire 30 à 40 km sur le périphérique de Paris pour rejoindre mon domicile. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de discuter avec Vinci en disant « D'accord, j'ai ma part de responsabilité, mais vous également, vous avez la vôtre. » Évidemment. Donc on a ouvert un super débat et on est en train de continuer. Je suis vraiment passée par des petites portes et heureusement que je n'ai pas commis d'accident parce que, voilà, être à l'origine d'un accident mortel, c'est épouvantable. Je crois que là, je n'en serais pas remise. Mais est-ce que vous avez eu également des traitements médicamenteux? Parce qu'on parle de plus en plus d'un médicament miracle, entre guillemets, le baclofène, notamment. Donc est-ce que ça vous a apporté quelque chose si vous avez eu un traitement? Alors, le baclofène, oui, déchaîne un débat houleux. Donc, je prends pas parti. Par contre, je l'ai pris en 2007-2008. Il venait de sortir. Et le bouquin écrit par Olivier Amazin venait de sortir. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est grâce à ce livre que je me suis rendu compte que j'étais alcoolique. Donc la partie témoignage est super. Après, lui dit que le baclofène est très bien. C'était un médecin psychiatre, lui-même avec des problèmes d'alcool. Donc mon médecin généraliste va me le prescrire en 2007-2008, mais il ne me le prescrit pas avec un accompagnement psychologique. Et donc finalement, je prends mon baclofène en continuant à boire. Donc ça a été explosif, le résultat. Voilà. Consommation quand vous pouvez encore la gérer. Mais quand vous êtes dans cette dépendance physique et psychologique, c'est terminé. Vous êtes guéri, moi je dis que je suis guéri à partir du moment où je ne touche plus à une goutte d'alcool. Mais il n'y a pas de médicaments comme vous en avez pour l'héroïne, le Subutex et la méthadone. Pas pour l'alcool. D'où l'important d'éviter de tomber dans cette dépendance. Parce qu'on n'est que 10% à s'en sortir durablement par rapport à cette maladie, ce qui est peu. Le chiffre est très très bas, effectivement. D'autres interventions? Voilà. Madame. Bonjour, vous avez dit tout à l'heure que vous avez arrêté donc toutes les addictions là, parce que vous aviez plusieurs addictions. Je suis tombée récemment sur un agent qui a 2 addictions et qui a dit « Je ne peux pas me sortir des 2 à la fois ». Que répondre? Alors moi je dirais la même chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est pareil. On ne peut pas tout régler d'un coup. Très souvent, c'est d'abord l'alcool.
L'alcool, parce que c'est quand même l'alcool qui fait le plus de dégâts en conséquence, dramatique. Bon, une fois que l'alcool est fait, durablement, on l'a bien vu tout à l'heure, physiquement c'est facile au bout d'une semaine, mais c'est après. Après, il y a souvent la cigarette qui arrive. Ça peut être une deuxième étape. Après, il y a les psychotropes. Voilà. Tout ça se fait sur un protocole de soins qui est défini en amont avec des spécialistes qui vous accompagnent. Et le meilleur allié pour vous guérir, c'est le temps. Donnez-vous du temps pour vous soigner. Moi, finalement, j'avais perdu mon boulot. Et bien, tant mieux. Parce que je suis rentrée sur un parcours de soins qui était un véritable parcours à temps plein. C'est extrêmement fatigant de se soigner des addictions. Il faut réapprendre à vivre. Le corps que l'on a malmené doit se réhabituer à un sommeil, un bon sommeil, à des nouvelles règles d'alimentation, etc. Donc il ne peut pas tout régler, votre agent, d'un coup. Il faut lui donner du temps. Et peut-être accepter qu'il soit mis en congé maladie. Alors c'est très important que la hiérarchie le comprenne et l'accompagne dans son programme de soins. Moi finalement c'est assez violent, parce que je me suis soignée, je n'ai pas retrouvé de travail. Je pèse mes mots et je ne retrouverai plus, parce que je fais peur. Et oui, je fais peur. Je raconte mon histoire, mais qui aujourd'hui va s'amuser à embaucher Madame Côté qui risque éventuellement de reprendre? La société raisonne encore comme ça. Et il s'agit de changer le regard justement sur les addictions. Donc si vous repérez quelqu'un, si votre agent est dans cette ouverture de soins, accompagnez-le. Et comprenez qu'il ne pourra pas régler les deux addictions. Finalement, le phénomène de l'alcoolisme touche tout le monde. Il y a un certain nombre de stéréotypes qui tendent à laisser penser que ça concernerait plus certaines catégories de personnel. Ce que vous nous disiez, c'est que c'est pas vrai du tout. Et que tout le monde est concerné. Oui, merci de me poser la question, monsieur le directeur. Effectivement, je crois que la force de mon témoignage, c'est de dire, voilà, moi j'étais cadre supérieur, je ne suis pas bête, j'ai fait des études. Voilà. Il n'y a pas que le cadre C, où vous voyez dans la cabane de chantier, puisque j'ai fait du BTP, qui a tendance un petit peu à titiller la bouteille. Il y a également un cadre supérieur au 3e étage dans un grand groupe. Je parlais tout à l'heure que j'ai travaillé pour une collectivité territoriale. Je n'ai pas honte à dire que je me souviens de ces pots où l'alcool est à flot. Je picolais avec des élus, excusez-moi si je choque certaines personnes, mais qui pour certains sont concernés. J'ai picolé avec des avocats, j'ai picolé avec des médecins, etc. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus c'est compliqué, plus vous êtes dans la honte de ce qui vous arrive parce que vous êtes payé pour montrer l'exemple. Voilà, donc mon témoignage, c'est pour dire que ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas une question d'intelligence, de couleur de peau, de culture ou de religion. La vie est ce qu'elle est, elle est très souvent derrière le masque de l'alcool ou d'une drogue, il y a des profondes douleurs, parfois liées à l'enfance. Il y a souvent un mal-être. Moi, j'ai aussi signé un burn-out, finalement. Il y a des souffrances au travail, etc. Et comme on est dans une société de plus en plus individuelle, où l'on est isolé, notamment dans des tâches, il est donc important de repérer les souffrances pour pouvoir les soigner. Et ça touche tout le monde. Avec le recul, quelle analyse et quels conseils donneriez-vous pour prendre en charge de manière individuelle ou collective les addictions en tant que manager? Alors d'abord, bien comprendre la maladie de l'alcoolisme et les addictions. Et donc essayer de se former, d'assister à ce type de conférences, de lire des livres. Voilà. Il y a des formations qui sont de plus en plus mises en place. Ensuite, eh bien, casser le tabou avec son collaborateur. Voilà, il faut avoir le courage de le faire, il faut passer au-dessus parfois de cette chaîne, d'aborder ce sujet
Non, ça n'est plus aujourd'hui un sujet d'ordre privé à partir du moment où ça touche la collectivité. Une personne alcoolique, c'est toute une équipe qui est impactée. Toute une équipe qui est désorganisée et qui parfois souffre de voir un collègue qui se met dans un état minable. Voilà. Donc, lever le tabou, en parler, ne pas juger. C'est avant tout une personne en détresse qui parfois n'ose pas vous le dire, mais est dans l'attente d'une main tendue. Donc il faut la lui tendre. Si ça ne marche pas, ça je répète ce que j'ai dit, l'employeur après doit user de son pouvoir disciplinaire. Et là c'est la juriste qui parle. On abordera évidemment ce thème avec Samuel Crevel. Avez-vous d'autres questions, remarques? On ne peut pas rester insensible au témoignage de Laurence Côté. Là-bas, là-haut, Laurent. Ça réagit, Laurence. Oui, bonjour, Serge. Alors, Laurence, la première des choses, c'est que je suis vraiment très touché de votre témoignage parce que vous avez fait preuve de beaucoup de courage. C'est un parcours vraiment très difficile et je suis vraiment sensible à vos propos. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans tout ce que vous avez dit. Vous avez le bureau du DRH à 3 mètres. Le DRH vous voit pratiquement tous les jours dans cet état-là. Il ne réagit pas. Il ne fait rien pour vous. Ça, c'est pas normal. C'est un petit peu la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans le monde du travail qui s'est dégradé, privé, public. Ça veut dire que tout le monde sait que vous avez un problème, mais personne ne lève le petit doigt. Vous l'avez bien dit, vous avez attendu une main. Ne serait-ce que ça, dans le boulot, j'ai connu ça, des collègues qui buvaient, effectivement, ce petit geste est réalisé, tendre juste une main. Je crois qu'aujourd'hui, les responsabilités dans le privé ou le public se situent là, c'est-à-dire que les problématiques existent, il faut simplement avoir le courage, à un moment donné, de les mettre sur la table, tout simplement. Félicitations quand même pour votre courage. Merci beaucoup pour votre propre analyse. Retenez en tout cas de mon témoignage. Oubliez ce qui s'est passé avant, hein, donc avant cette date clé du 23 janvier, midi et demi. Hein. Retenez ce que vous voyez là. On peut s'en sortir. Donc moi, c'est de l'espoir que je viens donner aujourd'hui. Hein, et j'en veux à personne, puisqu'aujourd'hui, je suis vivante, sans alcool, sans autres drogues. Et ce matin, j'écoutais les actualités. On va inaugurer la première salle, alors on l'appelle la salle de shoot. Moi, je préfère dire la salle de consommation de produits à risque, hein, à Paris. Et ça va permettre donc à des gens comme moi, à l'époque, d'aller de manière encadrée médicalement, se piquer, mais surtout, ça va permettre sans doute d'avoir une écoute attentive d'un psychologue, d'une assistante sociale, d'un médecin. Donc cette main, on va de nouveau l'attendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et j'étais contente de cette initiative. De nouveau, il y a des gens qui sont contre, hein, parce qu'on fait peur. Mais aujourd'hui, il ne faut plus en rester là. Parce que ce qui m'est arrivé, retenez bien cela, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Alors, concernant les salles de shoot, hein, juste une petite précision, en fait, il s'agit de salles pour se droguer proprement. On appelle ça la réduction des risques. Et en addictologie, c'est ce qu'on propose aux usagers, parce que de toute façon, ils consomment. Hein, c'est pas en mettant à disposition des seringues propres que les gens se drogueront plus.